Hey, salut! Cet épisode est présenté par Aura Protection et ses culottes menstruelles qui vont tellement changer ta vie que je regrette presque mon hystérectomie. Je vous le dis, j'oubliais que j'étais menstruée avec ces culottes-là et surtout, j'ai découvert une liberté que j'avais jamais connue avant. Celle de bouger, de dormir, de vivre sans avoir toujours besoin de penser à ma protection menstruelle. Mon seul regret, c'est de les avoir découvertes juste à 35 ans. Ça fait que faites pas la même erreur que moi et rendez-vous sur le www.auraprotection.com. Ah, puis quelque part pendant l'émission, vous allez entendre sonner. Ça va être la minute menstrue qui débarque sans prévenir, comme vos règles. Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que les femmes vivent et ne devraient juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'élever nos filles dans la peur pour les protéger, pour prévenir que le pire leur arrive? Et je vous annonce d'emblée que ma réponse à cette question est non. Et je sais que ça risque d'en ébranler plusieurs. Je vais revenir là-dessus très rapidement, mais d'abord, je veux mettre ça en contexte. La raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement quand je travaille avec des écoles, quand je parle avec des parents à propos des vêtements des jeunes filles. Donc, des profs, des parents qui disent « Oui, mais on ne peut pas laisser nos jeunes filles s'habiller n'importe comment, ça suscite quelque chose chez les autres. » Et dans tous les cas, si on les laisse s'habiller avec des crop tops, avec autre chose, il faut leur expliquer l'impact, l'incidence que ça peut avoir, le danger qu'elles courent peut-être en portant ces vêtements-là, parce que qu'on le veuille ou non, même si je rêve d'un monde de calinours dans lequel les filles pourront porter n'importe quoi en toute sécurité, on n'est pas encore dans ce monde-là aujourd'hui. Et je comprends parfaitement cette volonté de mettre les filles en garde à propos de certains comportements qui pourraient découler des vêtements qu'elles portent. Je comprends. Mais dans les faits, c'est pas une bonne idée. Et dans cet épisode-ci, mon but, c'est de vous expliquer pourquoi. Pourquoi dire à nos filles « Et si tu portes ça, il faut que tu t'attendes à avoir des commentaires. Et je t'invite à peut-être te changer parce que tu vas provoquer des réactions que tu veux peut-être pas provoquer. » Ou « Et le soir, quand il fait noir, c'est pas une bonne idée pour une fille de se promener dehors. » Tous ces comportements-là, ces phrases-là qu'on dit, et écoutez, d'une manière super bien intentionnée, sont problématiques parce qu'elles renvoient plusieurs messages que dans les faits, je vous le dis, là, aucun d'entre nous ne veut renvoyer à nos enfants, ni garçons, ni filles. Je comprends tout à fait que dans un monde dans lequel, et en ce moment, on dirait que c'est juste pire que jamais, il y a énormément de cas d'agression sexuelle. On dit que une femme sur 3 va être agressée au cours de sa vie, ce qui est énorme. Dans un contexte où on voit aussi tous les procès d'agression sexuelle qui ont lieu actuellement, les agresseurs qui sont acquittés, qui reçoivent même parfois l'absolution inconditionnelle. Tu te dis, ben écoute, dans ce monde-là, forcément, il faut qu'on fasse de la prévention. Forcément, il faut qu'on mette nos filles en garde. Et si ce contexte-là est effectivement terriblement problématique, je crains qu'on se trompe dangereusement de cible en se disant, ben moi, ce que je peux faire comme parent, c'est prévenir ma fille. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que malheureusement, et je le rappelle encore une fois, tout le monde ici qui prévient sa fille a de bonnes intentions. Okay? Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, avoir ce type de discours-là, ça l'entretient la responsabilité des filles dans les agressions qu'elles vivent et donc ça l'entretient aussi la culture du viol. Et là, je sais que ça, c'est un gros mot, la culture du viol, on entend ça, il y a souvent des gens qui lèvent les yeux au ciel, sont comme « Ah non, pas cette histoire-là ». C'est important de comprendre c'est quoi la culture du viol. Donc, pour ceux et celles qui sont peut-être moins à l'aise avec le concept, la culture du viol, c'est tous les gestes, tous les comportements qu'on a et qui banalisent, minimisent ou changent la responsabilité de place par rapport aux agressions sexuelles, à la violence sexuelle en général. Donc, une joke sexiste, par exemple, sur le corps d'une femme, sur les blondes, sur whatever, vous voyez le topo, ben ça minimise le sexisme. Ça minimise le rapport qu'on peut avoir avec le corps des femmes, par exemple. Et c'est la première marche vers l'agression sexuelle, vers les violences sexuelles. Exemple concret
de culture du viol. Première marche. On est dans un milieu de travail qui accepte les jokes de tonton. Les jokes de tonton, c'est drôle, lol, lol. Le step d'après, vu qu'on trouve les jokes de tonton drôles, on peut faire une joke de tonton sur une fille du bureau quand t'es pas là. Lol, lol. Et si tout le monde trouve ça si drôle, on pourrait peut-être même la faire quand elle est là. Lol, lol. Et là, tant qu'à faire des jokes sur les seins de quelqu'un au bureau, on pourrait peut-être les taponner. Lol, lol. Comprenez-vous? C'est ça l'idée. On banalise des petits gestes, mais en faisant ça, on ouvre la porte à des gestes qui sont plus grands et plus grands et plus grands, et c'est exponentiel. Et là, cet exemple-là peut sembler caricaturé, quoique je suis certaine que ça se soit passé dans maintes entreprises, mais ça s'applique aussi dans notre fameux exemple de, ben là, les vêtements que tu portes, tu dois comprendre que ça se peut que ça suscite des réactions, des comportements chez les garçons. On serait dans la marche 1. On est bien intentionné, là. On n'est pas dans la joke de tonton, mais on est quand même dans la marche 1 de la culture du viol. La marche 2, ça va être la personne qui a justement compris, reçu ce message-là, le garçon par exemple, qui va se permettre de faire un commentaire à la fille sur son habillement parce que ben, si elle est habillée comme ça, elle doit s'attendre à recevoir ce type de message-là. Et dans la marche 3, probablement qu'on aura un garçon qui lui va faire comme « ben écoute, elle s'est habillée de même, elle s'attend à ce que je lui fasse des commentaires, elle s'attend à être séduite, c'est même ce qu'elle cherche, donc je vais venir la cruiser, je vais chercher une proximité avec elle, je vais la harceler, je vais la déranger. Et dans la marche suivante, ben, je vais littéralement la violer. » C'est ça, la culture du viol. C'est cette manière-là que ça fonctionne. Il faut comprendre que tout ce qu'on dit n'est pas anodin, même si c'est dit avec la meilleure intention qui soit. Donc, qu'on parle des vêtements, qu'on parle de rentrer tard le soir, qu'on parle de la consommation d'alcool, par exemple, chaque fois qu'on va dire à une fille, ben, fais attention de pas trop boire parce que sinon, tu pourrais perdre tes moyens, tu pourrais te faire agresser, ne porte pas ce vêtement-là parce que tu pourrais te faire harceler. Si tu rentres tard le soir, tu as des chances d'être agressé. Ben, on renvoie la responsabilité de l'agression potentielle sur la jeune fille en question. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Comment on peut gérer ça d'abord? On va y revenir. Je ne laisserai personne ici sans outils. Je comprends absolument que comme parents, on veut avoir des moyens, avoir des leviers pour s'assurer de la sécurité de nos filles, ben, de nos enfants en général, pas que de nos filles, soit dit en passant, et j'en ai plein à vous donner. L'autre problème, quand on dit à nos filles, ben écoute, tu devrais peut-être pas porter ce vêtement-là parce que tu vas sûrement te faire déranger par les petits garçons, ça renvoie aussi le message que le comportement des petits garçons serait incontrôlable, ingérable. Et si vous dites ça, par exemple, à une fille à côté de son frère, ben son frère entend ce message-là aussi et ça vient légitimer le genre de comportement inacceptable que lui pourrait avoir à l'égard d'autres filles aussi. Ça renvoie aussi le message à vos filles que c'est normal que les gars agissent de cette manière-là, dans le sens, et je mets un normal entre guillemets, que c'est inévitable, que ça va forcément arriver parce que boys will be boys, alors que ce n'est pas le cas non plus. Donc, ça ne renvoie pas qu'un message négatif à nos filles, mais aussi un message négatif à nos garçons. Et ça renvoie aussi une image très négative des garçons. Parce que dans un portrait comme celui-là, on les dépeint comme des êtres incapables de se contrôler qui vont forcément pogner les fesses d'une fille quelque part. Et que même si c'est pas le cas de tous, il y en a forcément plein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est une autre question dont on pourrait débattre. Il existe effectivement des garçons, des hommes qui ont ce type de comportement-là. On en a vu cet été, entre autres, dans l'actualité, au cours de différents procès, entre autres. Mais là, c'est pas là où on va aujourd'hui. On veut proposer à nos enfants une image positive des garçons et des filles. On veut leur donner ça comme modèle. On veut leur dire, voici la marche à suivre. Voici ce qui fera en sorte que vous serez épanouis, garçons et filles. Et dans cette mesure-là, on ne va pas dépeindre nos garçons comme des agresseurs. C'est injuste à l'égard de nos garçons et ça crée une drôle de relation entre nos garçons et nos filles aussi. Donc, on veut éviter d'aller là. Nos garçons doivent savoir, doivent comprendre qu'ils peuvent tout à fait gérer leurs pulsions, leurs émotions et leurs désirs. C'est non seulement à la base de la prévention des violences sexuelles, mais aussi à la base de toute relation saine. Et si on aime nos garçons et qu'on veut leur bien dans l'avenir, ben on veut qu'ils reçoivent ce message-là. Parce que s'ils ne se contrôlent pas, s'ils font n'importe quoi, d'un, ils vont avoir des problèmes, et de deux, ils ne pourront jamais avoir des relations dans lesquelles ils vont être en mesure de s'épanouir non plus. L'autre gros problème quand on dit à nos filles « Ah, ben là, tu peux pas rentrer tard le soir, c'est dangereux pour les filles, dehors, la nuit, etc. »
ou tu peux pas porter ce vêtement-là parce que tu pourrais te faire harceler, ben on vient brimer leur liberté. On vient les enfermer dans un cadre bien serré à l'intérieur duquel on leur dit « faut que tu vives là-dedans parce qu'en dehors de ça, c'est dangereux ». Et ça aussi, c'est un problème parce que les filles et les femmes devraient pouvoir vivre dans la même liberté que les garçons et les hommes. Et même si là, vous allez me dire « oui, mais il en existe des agresseurs, puis tout ça, on peut pas passer à côté de ça », c'est vrai. Vous avez pas tort, effectivement, sauf que dans les faits, ce qu'on sait statistiquement, c'est que 8 agressions sexuelles sur 10 sont commises par un proche ou une personne connue de la victime. Donc, on pense par exemple à un parent, un membre de la famille, un ami de la famille, un ami de la victime en soi. Cette idée qu'on a toujours dans la tête de l'agression sexuelle qui se passe dans une ruelle avec un inconnu, ça existe. Je ne vais pas le nier. Mais c'est loin d'être la majorité des agressions sexuelles qui se passent de cette manière-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument déconstruire parce que ça crée un climat de terreur, un climat de peur chez nos jeunes filles et chez nous en tant que parents aussi, qui n'a pas lieu d'être, ou tout du moins qui n'a pas lieu d'être dans l'ampleur qu'on lui accorde en ce moment. Et c'est la même chose pour les vêtements. Une exposition qui a été faite il y a quelques années à propos des vêtements que portaient des victimes d'agressions sexuelles au moment de leur agression. Puis c'est un peu justement pour démontrer que, je veux dire, c'était pas toutes des filles en crop top et en bikini. Pas du tout. Dans ces vêtements-là, on voit des hoodies, on voit des pyjamas, on voit des culottes de jogging. Et il n'y a aucune étude à ce jour, by the way, qui fait la corrélation, le lien entre les vêtements que portaient les victimes et l'agression sexuelle. Aucune étude qui prouve que le fait de porter des vêtements qui seraient potentiellement plus sexy entraîne un risque plus grand d'agression sexuelle. Ça, c'est dans notre tête. C'est dans les choses qu'on a compris. Ça nous vient, entre autres, de notre religion catholique, il y a bien, bien longtemps de ça, mais qui nous marque toujours, à l'intérieur de laquelle porter certains vêtements est vulgaire et sexy, relève d'une volonté d'attirer l'attention et les commentaires, et etc., alors que c'est pas forcément le cas. Bien sûr, il y a des filles qui vont s'habiller de manière plus sexy dans le but d'attirer l'attention ou de provoquer. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais ce qu'on sait, et il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que la majorité, par exemple, des jeunes filles dans les écoles secondaires qui portent des gilets bedaines, qui portent des crop tops, le font pas dans le but d'attirer l'attention. Elles le font d'un parce que c'est à la mode et pratiquement toutes les vedettes qu'elles voient sur les réseaux sociaux s'habillent comme ça, et parce qu'elles se sentent bien dans ces vêtements-là. Et en tant que parents, je pense qu'on devrait être très heureux que nos enfants se sentent bien dans leur corps, bien dans leurs vêtements. C'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux. Alors, ce serait très dommage devant un enfant qui se sent bien dans son crop top d'arriver et de lui dire « Hey, écoute, habillé comme ça, t'as l'air d'une guidoune où tu pourrais te faire harceler. » Franchement, on va dangereusement à contre-courant avec des paroles comme celle-là. Même si je comprends qu'elles partent d'une bonne intention. Je reviens toujours là-dessus. Je pense que comme parents, on agit toujours avec les meilleures intentions du monde, avec la volonté que nos enfants soient bien, soient heureux, soient en sécurité. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit remettre en question dans notre façon de voir nos enfants, de voir la vie de nos enfants et le monde dans lequel ils évoluent, parce que souvent, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, parce que justement, on ne prend pas le temps d'y réfléchir, parce que justement, on ne se demande pas « Hey, c'est une bonne idée, ça, finalement? » Ben, ça peut créer le contraire de ce qu'on voudrait. Donc, si moi qui veux super bien faire comme parent, je dis à ma fille hey, « Écoute, le soir, c'est dangereux, quand il fait noir, j'aimerais mieux que tu ne circules pas toute seule, je vais venir te chercher, partout où tu iras, etc. » Et là, je ne remets pas en question l'idée de faire des lifts, là. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode en soi. Mais si j'entretiens cette idée-là qu'il y a un danger la nuit pour mon enfant, qu'est-ce que vous pensez que je vais créer à moyen long terme? Un sentiment d'insécurité. Et chaque fois que ma fille va sortir le soir, elle va avoir peur. Est-ce que j'ai envie que mon enfant grandisse dans la peur? Non, absolument pas. Et là, je sais que malgré les stats que je vous ai données, 80% des agressions qui sont commises par un membre de la famille, un proche, une personne connue de la victime, vous dites, oui, mais il y en a quand même des agressions dans les ruelles. Fait que si tu veux pas que je dise à ma fille de faire attention le soir ou que c'est dangereux la nuit pour une fille, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, on va s'en parler. Des solutions. On va s'en parler des leviers, des outils qu'on a, parce que bien évidemment qu'on ne veut pas juste abandonner nos filles et dire « advienne que pourra ma fille ». Je suis totalement d'accord avec vous à ce sujet-là, et c'est le cas pour nos garçons aussi. T'agiras comme t'agiras, c'est la vie, il n'y a rien à faire. Bien sûr qu'on ne va pas faire ça.
Hey, c'est l'heure de la minute menstrue qui débarque n'importe quand, comme tes règles, présentée par Aura Protection. Avoir un utérus, ça coûte cher. Pas juste en argent, mais aussi en temps, en énergie, puis en émotion. Puis ça, c'est quelque chose dont on parle à peu près jamais. Premièrement, il y a le coût financier. Même avec des soins gratuits, il y a tout ce qu'on paie autour. Les tampons, les serviettes, les protections réutilisables, mais aussi la pilule, les tests de grossesse, les vitamines prénatales, les culottes postpartum, puis ça, c'est sans compter les jours de travail manqués, les médicaments non remboursés, puis les rendez-vous qui grugent aussi du temps de job. Ça sort de nos poches, là. Deuxièmement, il y a aussi le coût physique, les douleurs qu'on endure depuis l'adolescence, le SPM qui revient chaque mois comme une claque en pleine face pour beaucoup de femmes, l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques qu'on découvre après 10 ans d'errance médicale, pendant des années, le corps qui encaisse, pendant qu'on continue d'essayer de fonctionner comme si de rien n'était. Et troisièmement, il y a aussi le coût en temps. Les heures perdues à attendre à la clinique pour un examen gynécologique, pour un suivi de grossesse, pour un pap test, pour la pause d'un stérilet. Et finalement, il y a le coût émotionnel, le poids qu'on porte sans jamais trop en parler. Sourire avec des crampes, travailler après une perte de grossesse, se sentir faible, se sentir tout seul, se sentir bien fatigante dans le bureau du médecin pour avoir un traitement que bien des médecins connaissent même pas. Puis je vous ai pas encore parlé de périménopause ni de ménopause, hein? Bref, avoir un utérus, c'est pas gratuit, c'est pas simple et surtout, c'est pas reconnu. Puis il me semble qu'il est grand temps qu'on le dise puis qu'on l'ajoute au calcul. De retour au programme principal. La première chose très importante de faire, c'est d'éduquer nos filles et nos garçons par rapport aux stéréotypes de genre. Une des raisons pour lesquelles, et c'est pas la seule, hein, on pourrait s'étendre longtemps sur ce sujet-là, et je ne suis pas la spécialiste de ce sujet-là, mais une des raisons pour laquelle il y a des agressions sexuelles qui sont commises et qu'elles sont commises majoritairement à 9 fois sur 10 par des hommes sur des femmes, c'est parce qu'on évolue encore dans un monde aujourd'hui où existe un certain rapport de pouvoir homme-femme. On considère dans nos stéréotypes de genre, à la façon dont on élève nos enfants, que les hommes sont plus forts que les femmes. Jusqu'à un certain point encore que les hommes dominent les femmes, ne serait-ce que les hommes doivent protéger les femmes, est un exemple assez intéressant où on a un rapport de force, là. On a le gros dos au-dessus de la petite madame. Et tout ça met en place justement une espèce de hiérarchie entre les garçons et les filles, où les garçons, beaucoup de garçons, considèrent avoir un rapport de pouvoir sur les filles et les hommes sur les femmes éventuellement, et ça peut mettre la table aux agressions sexuelles. Si on ajoute à ça tous les stéréotypes qu'on entretient concernant les garçons qui ne pourraient pas contrôler leurs pulsions sexuelles, qui sont inévitables, qui ont toujours plus de désir, plus de libido que les femmes, ce qui est d'ailleurs démenti dans plusieurs études, soit dit en passant, ça aussi, ça met la table aux agressions parce que plusieurs garçons vont entendre le message « Ah ben moi, écoute, j'ai des besoins, j'ai des désirs, j'ai des pulsions », ils sont incontrôlables et de toute façon, je suis au-dessus de la femme, donc je peux me permettre de me servir jusqu'à un certain point. Donc, c'est important de venir déconstruire ça. Et comment on va le déconstruire? En l'adressant, carrément, un peu comme je viens de le faire, mais aussi au quotidien en évitant d'élever, d'éduquer nos enfants dans les stéréotypes de genre en général, en apprenant à oui, nos filles, qu'elles peuvent faire, par exemple, tous les métiers du monde comme elles en ont envie et qu'elles n'ont pas de limites, mais aussi à nos garçons qui peuvent se confier, qui peuvent témoigner de leurs émotions, de leur tristesse, de leur vulnérabilité, qui peuvent faire des métiers de filles aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On aime beaucoup dire à nos filles, tu peux tout faire. Et c'est normal que ce soit par là qu'on commence parce que c'est les filles qui sont plus limitées, souvent à cause des stéréotypes de genre dans les métiers. Mais c'est vrai aussi pour les gars. S'il y a si peu de gars, par exemple, qui sont éducateurs ou infirmiers, c'est aussi parce qu'ils reçoivent le message que c'est des métiers qui sont typiquement féminins. Donc, briser les stéréotypes de genre, ça marche dans les deux sens. C'est dire à tout le monde, garçon et fille, tu peux être qui tu veux et tu peux tout faire. Puis ça, je vous le dis, c'est dur. Même en étant sensibilisé, en étant super conscient de tout ça, c'est ancré en nous. On a été socialisés, nous, dans les stéréotypes de genre, et c'est très difficile d'en sortir complètement. C'est pas parce que t'as pas peinturé la fille de ta chambre en rose que tu ne l'as pas élevée dans certains stéréotypes de genre. Au quotidien, on est affecté par ça. Donc, comment on fait pour s'assurer d'offrir cette éducation non-genrée-là à nos enfants? Bien, pour l'instant, c'est en remettant tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tous nos gestes en question. Est-ce que je fais là? Est-ce que c'est en train d'entretenir un stéréotype de genre?
Et vous allez voir que si vous prenez le temps de le faire très honnêtement, souvent vous allez réaliser que, ben oui, maudit. C'est pas grave, hein, si vous l'avez fait, que vous avez dit quelque chose à votre enfant lié avec ça, revenez après. Il n'y a rien d'irréversible. Tu dirais, tantôt, je t'ai dit telle chose. Je t'ai dit, par exemple, que c'est dangereux de se promener la nuit quand tu es une fille. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Je voudrais pas que tu te mettes à avoir peur de te promener la nuit. Mais, et là, on va se parler des autres choses qu'on peut dire ou faire. Donc ça, c'est une chose. Déconstruire ces stéréotypes de genre-là, c'est à la base de ce qui va nous permettre d'avoir un monde qui va être plus sécuritaire pour nos filles et plus bienveillant pour nos garçons aussi, soit dit en passant. Deuxième affaire, parler de consentement avec les enfants. Et tu sais, quand on dit consentement, souvent les gens entendent consentement sexuel, là, dire oui à une relation sexuelle. Oui, mais non. Le consentement, c'est quelque chose qui commence bien avant ça, là. Ça commence quand les enfants sont petits et qu'ils, par exemple, n'ont pas envie d'aller donner un billet à mamie et qu'on les force. On dit, ben non, mais là, va donner un billet à mamie va être contente. Consentement. On est en train de ne pas respecter le consentement de cet enfant à ce moment-là. Et ce que l'enfant reçoit comme message, c'est même si je dis non, ce ne sera pas forcément respecté et ce que je dois prioriser, c'est pas comment je me sens ou ce que je veux, mais plutôt le plaisir des autres. Ça a l'air de rien comme ça, hein? Mais si les premiers apprentissages au niveau du consentement qui sont faits renvoient ce message-là, il y a des bonnes chances qu'il soit reproduit plus tard. Et ça, encore une fois, c'est dans le quotidien avec nos enfants. De respecter leurs limites, d'écouter leurs non. Et là, c'est pas à tout prix. On parle beaucoup de l'éducation bienveillante aujourd'hui, d'écouter les émotions de nos enfants, de respecter ce qu'ils nous disent, etc. Puis là, il y a des parents qui disent « Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, il faut bien qu'ils mettent des bas, là, il fait moins 20 dehors, on va pas l'envoyer nu-pieds dans ses souliers. » Oui, absolument. La santé, la sécurité de nos enfants, c'est important. Il y a des choses qu'ils doivent impérativement faire. C'est la vie et il faut leur apprendre justement à faire la différence entre les choses qui doivent absolument être faites parce que c'est la vie et les choses pour lesquelles ils sont et seront toujours en droit de donner leur consentement. Ça fait partie de notre travail en tant que parents de faire ça. Et si on apprend à nos jeunes à donner leur consentement, ben on apprend aussi à nos jeunes à respecter le consentement des autres. Pas forcément par la même occasion, soit dit en passant, fait que c'est important de travailler ça aussi. Aussi, vous avez le droit de dire non à vos enfants pour X raison. « Viens-tu jouer avec moi? » Non. Puis là, l'enfant, il se dit « Ah, non. » Je le fais des fois encore aujourd'hui avec mon gars, pas pour jouer, il est trop vieux, mais il me demande quelque chose, je lui dis non, et là, il insiste, et je fais « Hey, je t'ai dit non, j'aimerais ça que tu respectes mon consentement, ça s'arrête là. » Donc, on a aussi un travail à faire à ce niveau-là. Et on sait que nos filles sont socialisées de manière à être beaucoup plus people pleaser, à faire plaisir aux gens en général, nos garçons moins. Et c'est entre autres ce qui fait en sorte souvent que nos garçons vont moins bien recevoir notre non. Quand on va dire non, ça va les fâcher plus facilement. Et c'est un peu ce qui se produit aussi, on le voit dans certains cas de violence sexuelle où la fille dit non, mais le gars, ça fâche et continue pareil. Donc, c'est très important d'apprendre à nos garçons, à nos filles aussi, mais particulièrement à nos garçons dans ce cas-ci, dans le cas des violences sexuelles, à respecter le consentement des autres, à respecter les limites des autres. Et ce, dès leur plus jeune âge, pas juste en lien avec la sexualité. Et ça aussi, vous l'aurez compris, nous permet de créer un monde qui sera sécuritaire pour nos garçons et pour nos filles. Et là, vous me direz, ouais, c'est bien beau tout ça, c'est du beau travail en amont, mais dans les faits, quand ma fille va se retrouver dans un bar avec un gars, ça changera rien. Moi, je peux pas savoir comment il a été éduqué ce gars-là, même si j'ai super bien éduqué ma fille, et vous avez parfaitement raison. Et c'est là où on arrive à la piste de solution qui est plus proactive, qui est d'apprendre à nos garçons et nos filles à reconnaître les personnes de confiance et à savoir ce qu'on doit retrouver dans une relation saine. Puis une relation saine, ça peut être un one night. Hein? C'est pas obligé d'être une relation amoureuse sur 10 ans non plus. Donc, plutôt que d'expliquer à nos jeunes « Ah, si la personne fait telle chose, c'est pas bien. Si la personne fait telle chose, ça fonctionne pas. Va-t'en, c'est dangereux. » On va plutôt miser sur « Hey, c'est quoi une personne de confiance? » Et là, je fais quand même un bémol là, sur ce que je suis en train de vous dire. C'est correct et c'est même important de parler des red flags dans les relations à nos jeunes. C'est important de leur dire que la jalousie, c'est un danger. Il faut faire attention à ça. Qu'une partenaire qui ne respecte pas notre consentement, c'est un problème. Qu'une partenaire qui nous crie dessus, c'est un problème aussi. Bref, ces éléments-là qu'ils doivent connaître et reconnaître comme des signes d'alarme, c'est bien évident qu'il faut leur nommer.
Mais il ne faudrait pas bâtir là-dessus ce qu'on veut qu'ils comprennent et apprennent de ce que devrait être une relation. On devrait miser sur les éléments qui sont positifs pour y arriver. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont le plus de chances de les rechercher. Parce que si on nomme juste ce qui ne marche pas et qu'on ne nomme pas ce qui est important et ce qui fonctionne, ça va être dur pour eux de le chercher. Qu'est-ce que ça prend à une personne pour que tu puisses te confier à elle, pour que tu te sentes bien près d'elle, pour que tu te sentes en sécurité près d'elle? Ça prend quelqu'un qui m'écoute. Ça prend quelqu'un qui est intéressé par ce que je dis. Ça prend quelqu'un qui me regarde quand on se parle. Ça prend quelqu'un qui se soucie de mes émotions. Ça prend quelqu'un auprès duquel je suis bien, je me sens bien, je me sens en sécurité. Et là, vous pourriez ajouter toutes sortes d'autres choses à ça. C'est ça qu'on va apprendre. C'est ça qu'on va apprendre à nos filles et aussi à nos garçons. Pour que si certains des éléments dont on a discuté ne soient pas cochés sur la liste au moment où ils sont face à quelqu'un, ils fassent comme, tu sais-tu quoi, t'es pas une personne avec qui j'ai envie de partager un moment. Et ça va pas juste prévenir les violences sexuelles, mais ça va aussi éventuellement prévenir les relations toxiques, prévenir des cas de violence conjugale et autres. De mettre la table à ça. Et évidemment, pour qu'une personne soit en mesure de dire « Non, je suis désolée, tu n'es pas une bonne relation pour moi », il faut qu'elle ait une bonne confiance en elle, il faut qu'elle ait une bonne estime d'elle-même aussi. Et pour ces raisons-là, on va travailler la confiance et l'estime de nos jeunes aussi. Un jeune qui a une bonne estime, une bonne confiance en lui et à qui on a appris les éléments essentiels dans une relation saine, a beaucoup plus de chances de choisir un partenaire d'une nuit ou d'une vie qui va le respecter et avec lequel il va être bien. Et c'est là-dessus qu'on peut miser, oui, pour le long terme, mais effectivement aussi pour le court terme. Et finalement, il faut être en mesure de créer un environnement de confiance avec nos enfants pour qu'ils puissent nous parler, pour qu'ils puissent échanger. Et le simple fait de ne pas interdire à nos filles de porter certains vêtements ou d'être toujours dans une espèce de climat de peur avec elles, à dire « fais attention à ci, fais attention à ça », risque de mettre la table à ce qu'elles se confient, à ce qu'elles aient envie de nous raconter leurs expériences, à ce qu'elles aient envie de nous poser des questions aussi, par rapport aux relations sexuelles, par rapport aux relations amoureuses, bref, par rapport à plein d'autres sujets. Je sais que mes outils ne sont pas magiques. Je sais qu'ils ne couvrent pas tous les risques d'agression potentiels. Malheureusement, il n'en existe aucun à ce jour qui serait en mesure de le faire. Mais c'est important de mesurer une chose au final. Il faut essayer de voir où il y a le plus de gains et le plus de pertes pour le bien-être de ma fille. Est-ce que c'est mieux si, pour m'assurer qu'elle ne vive aucune agression, je lui dis « Écoute, on vit dans un monde dangereux pour les filles. Si tu t'habilles d'une certaine façon, tu pourrais te faire agresser. Si tu sors le soir, tu pourrais te faire agresser. Bref, tu es en danger un peu partout et tout le temps. » Créer un climat d'insécurité dans lequel elle va grandir sans l'empêcher, by the way, d'être agressée parce que pour elle l'aide quand même. Ou plutôt, l'aider à construire son estime, l'aider à construire sa confiance, à identifier ce que ça prend dans une relation saine et à savoir quoi faire si elle est dans une situation où elle ne se sent pas bien. Où il y a le plus de gains. Et dites-moi pas dans les deux parce qu'on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à développer sa confiance, son estime, son envie des relations saines, en même temps qu'on instaure une espèce de climat de terreur autour d'elle, comme quoi elle est en danger à tout moment et qu'un homme pourrait l'attaquer à tout instant. Ça aussi, ça peut créer des enjeux chez vos jeunes filles. Et en fait, ça peut plus que créer des enjeux chez vos jeunes filles. Ça contribue à perpétuer le danger que la société présente actuellement. Puis là, qu'on se comprenne bien, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre la tête dans le sable et croire qu'on vit dans un monde incroyable et sans problème et faire croire ça à nos filles non plus. Premièrement, sachez que nos ados sont beaucoup plus à l'affût du monde dans lequel on vit qu'on l'a peut-être même été à leur époque. Elles le savent que ça existe des agressions sexuelles. Elles le savent que ça existe la violence sexuelle. Ils ne sont pas candides à ce point-là aujourd'hui, nos jeunes. Évidemment que si on sait qu'il y a du GHB en circulation dans les bars et qu'il y a plusieurs filles qui s'en font mettre dans leur verre, on va prévenir notre fille. On va dire hey, « Écoute, tu sors dans les bars, ce soir, surveille ton verre. On sait que c'est en circulation en ce moment. Si tu fais le so-so, va chercher un ami ou texte-moi. Souviens-toi-en bien. Ça va de soi. » Évidemment qu'on va aussi sensibiliser notre fille comme notre garçon, by the way, à la consommation d'alcool. Fais attention au nombre de consommations que tu prends. Surtout d'être encore en possession de tes moyens.
pour prendre des bonnes décisions si tu en prendre. Et ces décisions-là n'ont pas forcément rapport avec la sexualité, soit dit en passant. Quand on est sous, souvent, on a des très mauvaises idées. By the way, c'est aussi bon pour nos gars. Peut-être surtout même pour nos gars qui ont la prise de risque un petit peu plus facile, en général, et après avoir bu d'autant plus. Donc, il y a plein de mises en garde qu'on peut faire à nos enfants. On en fait sur plein de sujets dans la vie, mais est-ce qu'ils sont forcément liés à la crainte d'être agressé? Est-ce qu'on ne peut pas aborder ces sujets-là d'une manière plus large pour ne pas instaurer un climat de peur, mais simplement des règles de vie qui vont leur permettre de ne pas être trop maganés un lendemain de veille, par exemple? L'idée, c'est de ne pas entretenir le climat de peur perpétuel et de ne pas faire porter la responsabilité des agressions à nos enfants en leur disant quoi porter, en leur disant qu'ils ne peuvent pas sortir le soir, etc., etc. C'est à chacun de trouver son équilibre là-dedans. Et même si c'est ma vision des choses, je conçois que ce n'est pas la seule et c'est tout à fait correct aussi. Mais je vous invite vraiment à réfléchir à la manière dont vous pouvez adapter la façon dont vous éduquez vos filles ou vous prévenez vos filles pour vous assurer de leur renvoyer le bon message. Parce que personnellement, je crois que tant qu'on les élèvera dans la peur, on ne sera pas en mesure de rendre le monde sécuritaire pour elles. C'est ce qui complète cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Je m'attends à recevoir des commentaires, réactions, questions. C'est un sujet qui vient terriblement nous chercher. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si c'est le cas. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou mon compte Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je vous dis bye!